bonjour à toutes et à tous. Je suis Bruno Tenaille de la région Normandie et donc j'ai le plaisir de vous accueillir pour participer à ce 7e webinaire du Data Lab Normandie. Je vous rappelle que le Data Lab Normandie est un réseau qui fédère les acteurs et les experts de l'intelligence artificielle et de la donnée en Normandie, et qu'il a notamment pour objectif de renforcer la connaissance sur les enjeux et les usages de l'intelligence artificielle et de la donnée en Normandie. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons ce cycle de webinaires. Alors, si vous n'avez pu participer aux précédents webinaires, sachez que vous pouvez les retrouver sur le site internet du Data Lab Normandie, donc en replay, à l'adresse datalab.datanormandie.fr. Je mettrai dans le chat l'adresse. Et donc, le sujet du jour porte sur les jumeaux numériques dans l'industrie. Et donc, je laisse la parole à Gunther pour nous présenter le sujet et notre intervenant. Merci Bruno. Alors, plutôt laisser la parole à Amine. Bonjour Amine. Bonjour. Donc, la réception est bonne? Tout est bon pour toi? Ouais. Tout est bon, je t'entends très bien. Super. Avant de commencer sur le sujet des jumeaux numériques, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais et où tu le fais? Et ensuite, on part sur notre sujet des jumeaux numériques. Sachant que juste pour une petite particularité pour cette fois, Amine nous a préparé une présentation. Et donc, ce qui est intéressant aussi, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez surtout pas à intervenir et à rebondir sur les slides que l'on verra pour rendre ça dynamique. Et s'il y a des choses qui ne sont pas faciles d'accès ou compréhensibles, eh bien on rebondit là-dessus. Et on s'est dit avec Amine que avoir un support sur lequel on avait une continuité de questions pouvait être pratique. Donc, Amine, je me tais. Je te laisse te présenter et ouvrir le bal. Donc, je me présente rapidement. Moi, je suis architecte de formation, mais j'ai démarré dans le secteur du BIM en fait depuis 2009-2010. C'était vraiment le début. Donc, moi, je dis que j'ai connu le passage de l'AutoCAD, du dessin 2D vers le BIM, vers le full BIM et full 3D. Donc, c'était dans les années 2009-2010. Donc, j'ai démarré là. Et depuis, en fait, j'accompagne les entreprises, les ingénieries principalement, pour la mise en place des nouvelles méthodologies, des process et l'implémentation des outils de travail pour être plus efficace. Donc, aujourd'hui, je suis chez Assystem comme référent technique PLM et BIM. Et donc, Assystem, rapidement, c'est une ingénierie indépendante. Donc, on travaille dans le secteur des énergies, les énergies type nucléaire, type éolienne, donc les énergies vertes. Et on travaille principalement en fait dans la gestion de projet, dans l'ingénierie et puis surtout dans le digital. Et moi, je fais partie d'une équipe de recherche et développement, en fait. On essaie de travailler sur des sujets d'innovation, de jumeaux numériques, de traitement de données, et puis on essaie d'imbriquer plusieurs briques technologiques pour constituer un jumeau numérique qui réponde aux enjeux de notre secteur, qui est la production des énergies. Super. Bon, voilà. Ça, c'est qui tu es. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire, comme si on n'en avait jamais entendu parler, c'est peut-être le cas pour certains d'entre nous, ce qu'est un jumeau numérique, à quoi ça sert, et ensuite, comment tu l'as vu évoluer, et est-ce que les usages que tu en vois aujourd'hui? D'accord. Je vais juste partager mon écran, peut-être. Donc, je me suis dit qu'on pourrait démarrer par, en fait, un petit historique. C'est bon de savoir
l'évolution, d'où est-ce que cette notion nous vient finalement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on entend beaucoup parler. C'est une notion qui revient assez fréquemment dans les salons, dans les interventions, mais en fait, c'est une notion qui est assez ancienne. Donc, on démarre dès 1960, en fait, où la NASA, quand il y a eu l'accident d'Apollo 13 et l'explosion du réservoir d'oxygène, bah, ils ont essayé de reproduire une réplique de Apollo 13, de simuler les conditions de l'explosion en fait pour mieux comprendre ce qui s'est passé et puis pouvoir finalement apporter des solutions pour les prochaines fusées qui vont arriver. Et à partir de là, ça a été implémenté sur toutes les futures missions après Apollo 13. Donc après, en 89, il y a eu Dassault Systèmes qui a vu que finalement, ça marchait dans, dans, dans le secteur spatial. Et du coup, ils se sont dit, pourquoi pas dans l'aéronautique? Et donc, ils ont récupéré cette méthode, ils ont commencé à créer des répliques des avions qu'ils produisent. Ils ont même développé leur propre outil d'assaut qui est CATIA. Aujourd'hui, CATIA, il est très connu, il est très utilisé dans notre secteur et c'est vraiment une référence incontournable quand on fait du jumeau numérique industriel. En 91, donc là, en fait, il y a les penseurs, le secteur universitaire et de recherche, il a commencé à s'approprier le sujet. Et donc, il y a eu David Gellner qui a publié un premier livre sur le sujet. Donc, on ne parle pas encore de jumeaux numériques. Euh, Tout y est, hein, mais on ne parle pas encore de jumeaux numériques. C'est un livre qui s'appelle Mirror Worlds. Donc David Geltner, en fait, c'est un chercheur scientifique, informaticien, un philosophe en informatique dans l'université de Yale aux États-Unis. Et donc il a publié ce livre dans lequel il décrit comment les outils informatiques peuvent nous aider à produire cette réplique-là. Après 2002, c'est vraiment le tournant, la date qu'il faut retenir. Donc c'est encore un universitaire qui publie et présente lors d'une conférence un concept qui s'appelle le Conceptual Ideal of PLM. Donc c'est comme ça qu'il l'a appelé. Et il a produit un petit schéma tout simple qui synthétise le fonctionnement du jumeau numérique. Et en fait, c'est à partir de là, une fois qu'on a mis ce schéma, une fois qu'on a mis un visage, c'est là où ça a commencé à évoluer assez rapidement. Donc après 2015, il y a eu avec toute l'accélération des IoT, toutes les accélérations de l'évolution des technologies, l'arrivée de l'IA, du machine learning. Donc là, ça a commencé à s'accélérer tout d'un coup. Il y a plein de cas d'usage. On voit que finalement, ce qui a été décrit en 2002, bah, finalement, c'est réellement faisable. On peut le faire. Voilà. À partir de 2015, il y a eu une réelle accélération. Quand tu dis qu'en 2002, tout est là, mais le terme jumeau numérique n'est pas encore utilisé, Mm. qu'est-ce qu'on utilise comme terme et quand est-ce qu'apparaît le terme jumeau numérique? Bah, avant 2002, chacun finalement il donnait un nom. 91, c'était Mirror World. En 2002, c'était le Conceptual Ideal of PLM. Mais le mot Digital Twin, en fait, il est apparu en 2010 dans un rapport de la NASA, dans un rapport où ils décrivent la transformation de leur façon de faire, leur transformation de leur ingénierie système. La première fois, il est apparu dans ce document-là à la D'accord. NASA et c'est un certain John Vickers qui l'a publié, qui travaille d'ailleurs avec Michael Greaves. Moi, je trouve cette évolution assez intéressante parce
on retrouve le premier besoin qui est arrivé de l'industrie. Et puis derrière, le sujet il a été approprié par les chercheurs, par les scientifiques. Et il y a eu une synergie entre ces deux mondes. Et voilà, c'est ce qui a fait que ça a évolué, le concept il a évolué et c'est ce qui fait qu'on est Ok. aujourd'hui à faire ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment parti de la feuille de route de la NASA. Ça vient vraiment de là. Le terme Ok, jumeau numérique, oui, c'est la première fois ok, qu'on le retrouve. Ouais. ok, Exactement. très bien, Exactement. ok, ça marche. Après, voilà, il y a eu plein de définitions. Chaque secteur, Ouais. il a sa propre, il a sa propre définition. Ok, ça marche. Je te laisse continuer, pardon. Oui, enfin, il y a plein de enfin, aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, à chaque fois, si on va à un salon aéronautique, on va retrouver une définition du numérique, et quand on va à un salon du bâtiment, on va retrouver une autre définition. Mais finalement, c'est assez représentatif de l'industrie qu'il y a derrière parce que les cas d'usage varient, l'industrie varie, le besoin il n'est pas le même. Donc, la définition, elle varie, mais derrière, il y a des concepts, on va voir que, enfin, il y a toujours des concepts qu'on retrouve. J'ai fait une petite synthèse des définitions les plus importantes et que j'ai trouvées intéressantes parce qu'on retrouve ces différentes briques essentielles pour faire le jumeau numérique. Donc la première, c'est Dassault Systèmes, où Dassault Systèmes, lui, il va nous parler, enfin, c'est une combinaison d'un virtuel et d'un réel. Donc, pour faire un jumeau numérique, on a besoin de deux parties. Et il y a une partie virtuelle qui est la réplique, et puis on a une partie réelle qui est le produit physique. General Electric, ils nous disent que c'est un modèle vivant. Donc, finalement, pour faire communiquer ces deux mondes-là, il y a de l'information et cette information, elle est vivante. Donc, c'est pas quelque chose qui est statique, elle est en perpétuel mouvement entre ces deux corps. Et pourquoi? C'est pour un résultat commercial. Donc, pourquoi on fait ça? C'est pour générer, pour créer un levier de performance, créer des cas d'usage et puis s'améliorer. Donc, J'ai une préférence pour la version de John Vickers qui est simple, la dernière, la vision ultime du mot numérique est de créer, tester, construire notre équipement dans un environnement virtuel. elle est très bien, c'est là parce qu'elle complète, moi je trouve Ouais, qu'elle complète les précédentes. Parce que jusque-là, il y avait, on peut penser pour faire un jumeau numérique, on a besoin vraiment du réel. Sans le réel, on n'a pas du jumeau numérique. Mais en fait, là, il nous dit qu'il peut exister avant, parce qu'il sert aussi à créer, à tester, à construire, mieux concevoir, en fait, pour offrir finalement un objet physique réel qui soit beaucoup plus performant, où on peut analyser ses performances, prédire son comportement pour mieux les préparer. d'autant plus qu'on va y revenir, mais comme tu me l'as dit lorsqu'on en parlait ensemble, c'est qu'aujourd'hui, il y a des projets qui ne naissent pas s'il n'y a pas un jumeau numérique. Voilà, il y a une nécessité d'avoir un jumeau numérique dès le premier jour du projet. Sinon, le projet ne verra jamais le jour. Donc, c'est pas juste un concept assez vaste, c'est que c'est indispensable dans certains cas. Oui, enfin, aujourd'hui, le jumeau numérique, il est devenu incontournable pour gérer certains. Enfin, on va voir plus tard, mais Mm. aujourd'hui, les projets, ils sont tellement complexes. Il y a tellement d'intervenants sur un projet. Il y a tellement de données qu'il y a à produire. Et puis, on est dans un contexte où il faut être de plus en plus performant, de plus en plus efficace aussi, de plus en plus compétitif. Et en fait, le jumeau numérique, il nous offre ce contexte, en fait, et il permet d'agir sur tous ces leviers-là. Donc aujourd'hui, enfin,
Dans certains pays, c'est un standard jumeau numérique. Donc c'est vraiment obligatoire pour créer une certaine typologie de projet. Ouais. Là, je voulais justement, c'est le fameux concept qui a été présenté en 2002. Donc tout est parti de là en fait. Et en 2002, on ne pouvait pas tout faire. Mais en fait, la théorie était là. C'est le fameux schéma de Grives. Aujourd'hui, enfin, chacun il s'est approprié ce schéma-là. On retrouve dans les littératures plusieurs variantes de ce schéma-là. Mais c'est vraiment là où tout est parti. Et on retrouve toutes les briques. Il y a la partie virtuelle d'un côté et il y a la partie réelle de l'autre côté. Mais Greaves, il dit bah, la partie réelle, elle va continuer à vivre de son côté. Mais entre-temps, le virtuel, il va rester statique, il va devenir obsolète rapidement. Donc, il est important de faire communiquer ces deux mondes. Il est important de pouvoir envoyer de la donnée du réel vers le virtuel pour que le virtuel il reste vivant, il reste toujours conforme à la partie réelle, qu'on ait les remontées d'indicateurs de pression, de température, etc. Et puis, on a vraiment une réplique qui correspond au réel, enfin, un Est-ce temps quasi réel. Ouais. Est-ce que quand tu dis que c'est aussi, ça permet d'accélérer la prise de décision, est-ce que c'est parce qu'on interroge le jumeau numérique sur des situations qu'on connaît et qu'on a déjà identifiées, ou est-ce qu'en plus de ça, ça nous permet de pouvoir aller au-delà et d'envisager des situations qui n'ont jamais eu lieu et qui pourraient exister Ouais. et que, sans rentrer dans de la science-fiction, mais ne serait-ce que de s'interroger sur des Non, choses qui, non, c'est pas. Ouais. ok, ça n'est jamais arrivé, mais et si cela arrivait, alors que se passerait-il? Bah, ça, en fait, quand on va récupérer de la donnée du réel ou même sans qu'on ait la partie réelle, quand on construit, quand on modélise le virtuel, on a une quantité déjà importante de données. Et on va pouvoir simuler le comportement futur, simuler plusieurs comportements, plusieurs paramétrages. Comment la partie physique elle va se comporter avec ce paramétrage, comment elle va se comporter avec ce paramétrage, comment elle va se comporter avec ce paramétrage. Et puis, on peut décider quelle est la meilleure solution, quelle est la solution la plus optimale et orienter le design dans ce sens-là. Donc, pareil, dans la partie réelle, on va récupérer des données, on va pouvoir suivre une évolution de température ou une évolution de pression, et puis faire des tendances et aller anticiper des choses qui vont arriver plus tard, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui peuvent arriver plus tard et on saura les anticiper en fait. Ok, Donc, très bien. Hum, Donc, voilà. Quoi d'autre sur ce schéma? Ce schéma, il est intéressant aussi parce qu'il introduit cette notion enfin, jumeaux interconnectés. Donc, il ne la nomme pas, mais il l'introduit parce que dans la partie virtuelle, il l'a décomposé en sous-jumeaux numériques ou sous-espace virtuel. Ça veut dire qu'on peut avoir un espace virtuel qui est composé de plein de jumeaux numériques. Typiquement, on peut avoir des jumeaux numériques de plusieurs bâtiments, les connecter pour avoir le jumeau numérique d'un quartier, plusieurs quartiers connectés pour avoir le jumeau numérique d'une ville, et puis, etc., etc. Et puis, plus on a de l'information, plus c'est connecté, bah, plus on pourra déduire des choses, plus on pourra anticiper des sujets. Justement, sur cette notion de collecte des données, il y avait un point que je trouvais intéressant, c'est la notion de collecte des données en temps réel. Alors, cette notion, est-ce qu'elle a une importance parce que le fait de la collecter en temps réel, ça permet de pouvoir prendre des décisions tout de suite et de voir ce qu'on va faire, ou est-ce que ça modifie la manière de collecter la donnée tout simplement?
Enfin, pour collecter, en fait, on va utiliser des capteurs Hmm. pour remonter de la donnée, les visualiser dans l'espace virtuel. Et ça permet Et d'avoir une action immédiate. C'est-à-dire que tu peux dire si on passe au-delà de tel seuil, alors on déclenche telle action. ça, c'est Ou... ça, c'est des cas d'usage qui sont tout à fait possibles, bien sûr. Ah, Donc, ça lance des alertes. On reçoit, si la température, c'est des règles, hein. Si la température, elle dépasse 28 degrés, bah, il faut déclencher la climatisation, etc. Donc, si la salle de réunion est vide, il faut éteindre la climatisation, éteindre la lumière. Voilà. Donc, et ça, c'est des automatismes qui sont tout à fait faisables, mais à des niveaux en fait de maturité qui sont différents. On va voir après euh, les différents niveaux de maturité que peut avoir un jumeau numérique. Il peut être un statique jusqu'à autonome. Donc, il peut décrire un asset à un instant T, tout comme il peut récupérer les infos, prendre des décisions, envoyer des ordres aussi à l'asset. Donc, enclencher des actions, ça, c'est aussi tout à fait possible. Ouais. ok, très bien. Là, c'est les briques en fait technologiques parce que, enfin, tu l'as compris. Donc là, le jumeau numérique, finalement, c'est pas un outil. Ça se résume pas à un outil. C'est pas quelque chose voilà, qu'on a vu dans un salon. On veut le mettre euh, dans son entreprise. C'est vraiment, enfin, c'est un écosystème. C'est un environnement de plusieurs briques technologiques. Et alors justement, comment est-ce que ces différentes briques technologiques s'intègrent, tu vois, et interagissent ensemble? Parce que Bah, c'est ça qui semble. c'est tout l'enjeu en fait, c'est tout Ouais, l'enjeu parce que derrière chaque brique, il y a des outils différents, donc c'est des formats propriétaires. Et la donnée dans le jumeau numérique, tu l'as compris, elle n'est pas du tout statique, elle circule, elle est vivante, elle part d'un bloc pour aller à un autre bloc, pour revenir sur un troisième bloc. Et donc la notion d'interopérabilité, elle est vraiment importante. Et c'est vraiment le défi pour moi, c'est vraiment le défi majeur du jumeau numérique. Il y a des standards qui naissent, des standards d'interopérabilité. Euh, bah, typiquement, moi j'ai beaucoup fait du BIM. Dans le BIM, il y a un format qui s'appelle l'IFC. C'est un format qui est standardisé, donc on est capable enfin, tout outil est capable de lire ce format-là. ok, Moi, je peux créer un modèle avec un outil A, c'est un format propriétaire. Je l'envoie à quelqu'un qui ne l'utilise pas, le même outil que moi. Il n'est pas obligé d'acheter une licence de mon outil. Il sera capable de lire avec l'outil que lui, il utilise. ok, Donc, c'est ça l'interopérabilité. Et c'est là, en fait, tous les challenges. Et puis, quand on s'échange de la donnée, c'est important de faire attention à ne pas en perdre. Parce qu'en cours de route, on peut perdre, on peut perdre de la donnée. Donc, ça aussi, quand on s'échange de la donnée, parmi tous ces briques-là, c'est important qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de perte de données, que la donnée reste intègre, qu'on puisse l'exploiter euh, et ok. correctement, que les résultats derrière soient précis, justes, et puis qu'on soit sûr de ce qu'on va prédire. Donc, euh, garbage in, garbage out, tu connais certainement. Voilà. Oui, puis si ton jumeau numérique commence à dérailler, Voilà. oui, ça perd de son intérêt, quoi. Mm, mm. Ok, je te laisse poursuivre. Voilà, donc là, c'est les différents en fait, niveaux de maturité du jumeau numérique. Alors, si ça t'embête pas, Ouais. est-ce que tu peux commencer par le cinquième? Parce que Cinquième, ouais, c'est le plus intéressant, je comprends. tu vois, la notion d'un Mm. jumeau numérique autonome, je pense qu'on comprend bien le principe des précédents, mais le cinquième, ça relève presque de la science-fiction ou j'exagère un peu? Euh,
Enfin, bah, il y a des POC qui existent, mais en fait, l'autonome, en gros, euh, donc on a donc c'est le Graal, c'est l'état idéal. Euh, tous les ingrédients sont là en fait. On a la réplique numérique, on a le réel. Le réel, il y a plein de capteurs. Ces capteurs renvoient des informations dans la réplique. La réplique, on va lancer tous nos algorithmes, l'IA, le machine learning, et puis elle sera capable de prédire des choses, de faire des scénarios, de choisir. Donc, elle est capable de choisir, de faire le meilleur choix. Donc, il n'y aura plus d'opérateur qui va choisir. Et puis, une fois qu'elle fait son choix, ben, elle donne ses instructions pour tout mettre à jour et tout. Et elle renvoie le signal en fait à la partie physique réelle euh, pour changer son fonctionnement d'une façon la plus optimale. Voilà, le tout, c'est vraiment que le fonctionnement de la partie physique soit toujours à son optimum en fonction des paramètres. Voilà. S'il Et y a un paramètre qui monte, bah, il faut. Voilà. le plus ambitieux et le plus ambitieux et raisonnable, on serait où? Le prescriptif, il est très bien. Ouais. Le prescriptif parce que aujourd'hui, c'est faisable avec la technologie qu'on a. Nous, par exemple, chez Assystem, on travaille sur ce jumeau numérique-là. On est très bien avancé sur ce sujet-là. Je te donne un exemple. On travaille sur des sujets de planning. Donc, on est capable de faire de prescrire un planning de chantier le plus optimal en fonction soit d'un clash qui a été détecté ou soit nombre d'effectifs pas assez important pour réaliser une tâche ou des choses comme ça. Et puis l'état de l'art aujourd'hui, il permet très bien de faire le prescriptif euh, d'une façon qui est tout à fait faisable en fait. Et rassurante. Mais rassurante, ouais, maîtrisable. Mais Voilà. si on veut démarrer, disons, d'une façon prudente, en fait, c'est l'indicatif. C'est souvent la première brique quand on veut démarrer l'aventure du jumeau numérique. Souvent, les clients, ils démarrent avec l'indicatif. Ils commencent à observer. En fait, ça consiste en quoi? Voilà, on a des capteurs, on a de la GTB sur notre bâtiment. On a une GMAO qui est là. Et puis, on est capable de remonter cette donnée, de faire communiquer la GTB, la GMAO avec le jumeau numérique. Donc, c'est des connexions qui sont tout à fait faisables. C'est des cas d'usage qui sont simples. Par exemple, on a un modèle numérique. On va cliquer sur un équipement. Cet équipement, il va aller chercher dans la donnée de la GMAO pour avoir l'historique des interventions, pour avoir la fiche technique, voilà, pour avoir des données de maintenance. Et souvent, les clients, ils commencent par cette brique-là. Très bien. Ah, tiens, on a une question, deux questions. Est-ce facile à évaluer le prescriptif avant la mise en POC ou en prod? Bah, il faut très bien cerner le périmètre, en fait. C'est tout l'enjeu, c'est de cerner le périmètre, cerner le cas d'usage, identifier le besoin. D'autant Euh, plus si tu commences par un prescriptif. C'est-à-dire que si tu n'es pas déjà commencé par du prédictif, te lancer par dans le prescriptif d'entrée de jeu? Enfin, le prescriptif, de toute façon, oui, enfin, ça se cumule.
Enfin, de toute façon, on est obligé de passer par l'indicatif, le prédictif et le prescriptif. Donc, on est obligé d'avoir une réplique, on est obligé d'avoir des capteurs, on est obligé de faire des remontées, on est obligé de rajouter la brique en fait data science et IA C'est bon. Je vais juste être sûr pour de bien faire de comprendre la la question prédiction. de Fatima. Fatima, arrêtez-moi si j'ai pas bien compris votre question, mais votre question, c'est est-ce que c'est facile à évaluer quand on commence par ça? Parce que vous dites avant la mise en POC ou en prod. Est-ce que c'est bien le sens de votre question? Si c'est le cas, ton élément de réponse semble y répondre, mais c'était est-ce qu'on commence par ça? Et si on commence par ça, est-ce que c'est difficile ou est-ce qu'il faut avoir préalablement mener d'autres actions? Ok, pardonne-moi, Lamine, je t'ai coupé, mais c'est ça, on est d'accord. Si on commence par ça, il faut qu'on ait préalablement coché toutes les cases qui sont en dessous. On n'arrive pas du jour au lendemain comme ça. On est bien d'accord? Oui, ouais. Enfin, On est après, ça, d'accord. en fait, parce que le jumeau numérique, souvent, il- il commence dès la phase conception, enfin, dans un monde idéal. On commence par une conception, donc, où il sera plus descriptif. En phase conception, le réel, il n'existe pas encore. Quand on va passer au chantier, on va commencer à l'enrichir. Parce que dans le chantier, ça y est, on saura quel équipement on va installer, quelle est sa référence. Donc, on va encore l'enrichir avec des données d'exploitation maintenance. On va dire quel équipement exactement on a acheté, quel est son cycle de maintenance, c'est quoi sa référence, chez qui on l'a acheté. Donc, il y aura encore plus d'informations. Une fois qu'on va passer à l'exploitation, on va encore l'enrichir avec des données de capteurs réels. Et puis, voilà, une fois qu'on aura récupéré ces données-là, on pourra faire lancer toute la machinerie qu'il y a derrière pour faire de la prédiction et de la prescription. Donc oui, pour moi, ça va crescendo. Et Ok. idéalement, c'est vraiment avoir tout ce cycle-là, c'est de démarrer dès le début jusqu'à la fin. Donc c'est un cycle, et on pourra le voir après, un schéma. C'est un cycle, le jumeau numérique, dans le cas idéal, on démarre à la phase conception et puis on l'enrichit avec de la donnée jusqu'au démantèlement. Et derrière, quand on démarre un nouveau projet, ben, on sera fort de toutes ces données-là pour mieux faire finalement le projet qui est suivant. Donc, Très bien. Ok. J'espère que ça répond à la question de Fatima. Je te laisse poursuivre, pardon. Donc ça, c'est la fameuse boucle, en fait. Donc voilà, le jumeau numérique, en fait, on peut l'implémenter n'importe quelle phase, hein. Donc une maîtrise d'œuvre, ils peuvent l'implémenter pour mieux concevoir à son initiative. Pour mieux concevoir un bâtiment, pour être plus efficace, parce qu'ils savent faire des automatismes et ils savent qu'ils vont aller plus vite. Et ils pourront faire des simulations aussi pour être sûr qu'ils respectent les standards de sûreté, par exemple. Une entreprise, de son côté, elle peut aussi tout à fait démarrer un jumeau numérique en phase construction, parce qu'elle veut mieux gérer son chantier, mieux gérer son planning, mieux gérer son effectif. Et puis, Il n'y a pas un schéma dans lequel, Amine, il n'y a pas un schéma dans lequel c'est trop tard? Ou est-ce qu'il euh, est jamais trop tard pour créer un bah jumeau? non, pour moi, il est jamais trop tard, hein. Pour Ok. moi, On est à ce que tu me pour dises bien ça. faire, il est jamais trop tard. Il faut juste prendre la décision et y aller, hein. Je savais que tu allais me dire Ouais. ça, mais ok. Ouais. Ok, il n'est jamais trop tard pour faire. Ok, vas-y, je t'en prie, poursuis. Non, parce qu'après, un jumeau numérique peut être fait à un périmètre vraiment précis, restreint. Oui, On puis ça n'est pas peut. obligé de mettre en place la grosse artillerie. Moi, je suis en phase démantèlement, ça y est, bah, tout est fini. Bah, non. En démantèlement, moi, j'ai envie d'étudier les scénarios. J'ai vraiment quelque chose qui est vraiment spécifique, un cas d'usage spécifique. Je vais aller cibler ce cas d'usage-là. Donc, on n'est pas en jumeau numérique, c'est pas forcément. Bien sûr, il y a le cas idéal où
voilà, on récupère tout et on exploite tout. Mais sinon, il y a aussi des clients qui veulent faire des jumeaux numériques, mais avec un périmètre restreint. Ok. C'est tout à fait, c'est tout à fait faisable. Quand tu parles d'optimiser les coûts, est-ce que c'est ça qui motive la conception d'un jumeau numérique, ou c'est plus la sécurité, ou c'est quoi, il devait y avoir une hiérarchie dans ce qui aujourd'hui invite les gens à... Hum, Il n'y a pas de piège dans la question, je te rassure. non, mais après, je Naturellement, pense que ça dépend du secteur ok. dans Un lequel exemple, on le peut-être? met en place. Tu pourrais Par avoir un exemple, exemple? nous, dans le nucléaire, ça va être la sûreté. Ok. C'est la sûreté nucléaire, vérifier qu'on est vraiment conforme à toutes les règles de sûreté. Donc, voilà. Dans l'hospitalier, bah, ça va être, ils ont beaucoup d'équipements dans l'hospitalier. Ça va être voilà, comment gérer ces équipements, comment gérer ces équipements, ces terminaux. Donc après, franchement, ouais, ça dépend, finalement, ça dépend du secteur. Ouais. Ok. Et puis, ça dépend, les enjeux, ils varient au niveau de la phase aussi, ça dépend de la phase. À chaque phase, on aura des enjeux différents. En phase construction, l'entreprise, elle voudra bien maîtriser avant qu'elle coule son béton. Parce que une fois que c'est coulé, il n'y a pas de la perceuse qui passe. Donc il faut vraiment être sûr que tout est au bon endroit, tous les trous sont là pour que les tuyauteries puissent passer correctement. Ok. Donc ça va être un enjeu majeur pour une entreprise. Voilà. En phase conception, ça va être plus de la performance. Est-ce qu'on est conforme au budget? Est-ce qu'on est conforme au programme que nous a fourni le client? Ça va être surtout des enjeux comme ça, des enjeux de conformité environnementale aussi. Parce qu'en phase conception, on peut récupérer assez facilement des quantités de béton, des quantités de bois, des mètres carrés de vitrage, et puis simuler est-ce qu'on est faire un bilan carbone, faire une analyse de cycle de vie, proposer des variantes. Il faut mettre un peu moins de béton, un peu plus de bois, voilà, et puis choisir quelle est la variante la plus optimale environnementalement, budgétairement. Et puis on déploie cette solution-là en phase conception. Voilà. Ok. Ok. Bon, là, je vais avancer sur ces slides-là, parce que on en a déjà un peu parlé. Ouais. J'aimerais bien, enfin, sur comment on met en place le jumeau Ouais. numérique. On a commencé à en discuter un C'est ce peu que tout à l'heure, voilà. Ouais, tout à fait. mais c'est des notions qui sont assez importantes. Ouais, ça, parce que c'est par quoi on commence et ça Euh, par quoi ça se traduit, en fait. Ouais. C'est toujours la question, enfin, c'est un sujet qui est nouveau, qu'on ne connaît pas, et ça n'avance pas parce qu'on ne sait pas par où Comment c'est? commencer finalement. Et la réponse, des fois, c'est la plus simple. Donc, il faut déjà réfléchir, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi notre besoin? C'est quoi la performance qu'on souhaite améliorer? Finalement. Il est important de faire un schéma directeur. Le schéma directeur, il faut qu'il soit fait d'une façon collégiale parce que dedans, on va définir le périmètre de notre jumeau numérique. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être on peut balayer très large avec un jumeau numérique. Donc, dans ce premier schéma directeur avec lequel on va faire un POC, c'est vraiment de cibler un cas d'usage qui répond à notre besoin et qui soit pertinent et significatif. Et c'est important pour identifier ce cas d'usage, d'impliquer les gens qui vont être impactés d'une façon directe par la mise en place du jumeau numérique. C'est important d'avoir, parce que c'est eux qui vont l'utiliser,
on va changer leur façon de faire. Et donc, il faut les écouter et cibler des choses qui les préoccupent et des choses qui peuvent les aider dans la vie de tous les jours. Parce que là, en fait, c'est du change management. Donc, c'est important d'impliquer les gens pour que ça prenne, en fait. D'autant plus que tu pourrais passer à côté de données ou d'informations ou de process qui, s'ils ne sont pas intégrés dans le jumeau numérique, pourraient poser un problème. Exactement, exactement, exactement. Ça, c'est en fait, et derrière, bah, une fois qu'on a mis en place le schéma directeur et identifié le cas d'usage, on va commencer à créer le modèle du périmètre qu'on a défini. Et bah, pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, il faut qu'on ait de la donnée C'est ça. derrière, de la donnée pertinente. Donc, Et ne serait-ce que dans le process des uns et des autres, si tu n'intègres pas ça, tu peux avoir même de la bonne donnée, mais pas les bons process. Et ton jumeau, il est plus tout à fait jumeau. il fera pas ce qu'on voudrait qu'il fasse, en fait. Ouais, totalement. Donc, voilà. Et Et finalement, puis, c'est important. on revoit un peu des schémas de bon sens qu'on a sur Oui, plein de sujets en mm. IA et ailleurs. Hein. Oui, oui, bah, Dans cette époque, on évalue, c'est on agrandit le périmètre pour vérifier, parfois des points de rupture où on se rend compte qu'il faut faire un petit pas en arrière. Et mm, puis, les performances, ouais, enfin, voilà, c'est toutes ces. exact. Le point de rupture, eh ben, il va être dans ce Rex-là qui est définitif, en fait, parce que c'est ce qui va faire on avance, comment on avance, ou non, finalement, on n'avance pas. Hmm. Donc, c'est là où il faut rééquilibrer le tir, en fait. Voilà. D'accord. Ah ouais. Et puis le choix aussi des briques technologiques, il est très important. Il faut que ce soit des choses, il faut surtout pas mettre une machine à gaz. Il faut qu'il y ait des choses simples, user-friendly, accessibles à tout le monde. Donc ça, enfin, c'est des critères qui sont très importants. Mais quand on le dit comme ça a l'air facile, en fait, finalement, de faire un jumeau numérique. Il y a plus qu'à faire ça. C'est en 6 étapes. On est tranquille, là, ça va. Oh bah oui, oui, enfin, c'est toujours vu comme ça, c'est toujours facile, hein, mais Parce qu'on est une fois d'accord. qu'on met la main à la pâte, c'est c'est plus du tout la même chose. On est d'accord. On est d'accord. De ton expérience, juste pour se faire une idée pour les uns et les autres, un projet, alors évidemment, tout projet a ses particularités et c'est pas la même chose selon que tu sois dans l'industrie automobile et que tu sois dans le nucléaire, mais allez, faisons-nous une moyenne large sur entre le moment où les industries ont le souhait de déployer un outil tel que celui-ci et le moment où ils le font, avant de commencer, c'est-à-dire la phase qui est en amont de tout ce travail-là, et intégrer la phase de conception, on est en moyenne sur des échelles de temps qui sont de quel ordre? Je sais, c'est pas facile comme question. Tu aimerais plus Ouais, de c'est temps, difficile évidemment. de donner un chiffre Mais comme oui, ça, mais je euh, sais. enfin, la phase 1, elle est très importante. Je pense qu'il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de réunions, euh, je pense que moi, j'aurais dit cette phase, c'est pour moi, c'est un minimum de 3 mois, voire 4 mois. On lance un POC pour définir les systèmes d'intérêt, construction du modèle, identification des technologies. On va être entre 6 et 1 an, vu comme ça. Ok. Euh, donc voilà, donc on va être sur du 1 an, je pense 1 an et demi. Facilement, hein. Mais Ok. après, enfin, c'est le plus dur, moi je pense, parce que c'est les phases les plus importantes où il faut pas qu'on se précipite forcément. Il faut être sûr de bien faire les choses, de cibler un cas d'usage qui correspond à notre quotidien, qui soit un cas d'usage qui soit mesurable aussi. 18 mois, c'est pas délirant sur un projet d'une envergure telle que celle-ci. Enfin, c'est pas long. Enfin, ça peut paraître long pour beaucoup de gens, mais quand on sait ce qu'un projet peut avoir comme incidence et le temps que ça peut mener, 18 mois pour s'assurer qu'ensuite les phases qui vont arriver se déroulent et soient dans le rôle, y a rien de scandaleux. Ah non, moi, ça me choque pas. Et puis, ça évolue. Ça veut dire que l'équipe, elle va s'agrandir plus on avance, l'équipe, plus on aura du monde, plus on avancera. Mais Ok, non, pardon. pour moi, c'est pas. Ouais, je suis d'accord. Je t'ai interrompu
je regarde le timing, je veux que tu puisses aborder les autres points que tu avais derrière sans te précipiter. Donc, Mais voilà, au moins, c'est bien d'avoir cette idée de temps sur les phases préparatoires. Ok. Et puis, voilà, une fois qu'on fait ce point de rupture, comme tu disais, donc on déclenche la suite pour éventuellement accroître le périmètre. Ok. Donc, si on voit que voilà, l'expérience, les gens adhèrent, l'expérience, elle a réussi, on a pu remonter de bons indicateurs, de bons KPI, ben, on va continuer l'aventure, de nouveaux cas d'usage, et puis on va essayer de gérer des sujets un peu plus complexes. Et puis voilà, derrière, c'est du suivi de performance, du recalibrage, c'est des itérations, comme un peu, j'imagine, dans tous les secteurs. Et puis, bien sûr, si on se lance dans une aventure comme ça, il faut toujours assurer le support, la formation des collaborateurs. Et c'est un des points importants du schéma directeur. Quand est-ce qu'on va lancer les plans de formation, comment on va les lancer, qui va être formé sur quoi. Voilà, parce qu'il y a des formations à adapter en fonction des profils. Chef de projet, il va cibler sur une typologie d'outils. Donc, des gens qui vont modéliser de la donnée, on va cibler d'autres formations, d'autres outils, etc. Ok, très bien. Voilà, ça c'est un exemple d'architecture. Donc où on retrouve finalement les briques principales d'un jumeau numérique. On a à droite, c'est les briques avec lesquelles on va modéliser. Ouais. On va créer de la donnée avec BIM, la gestion de projet, le Facility, donc les outils avec lesquels on va gérer notre asset. Ça peut être un bâtiment ou une usine ou une industrie ou un hôpital. Et puis, toutes ces briques-là, elles envoient la donnée vers le PLM qui, voilà, lui, il va assurer le lien entre cette donnée-là, faire de la traçabilité et voir s'il y a un élément du BIM qui est modifié, il y a un composant qui a été modifié dans le BIM, comment il va impacter un élément dans le planning du Project Management Information. Et là Donc, encore, le graphique, ça semble ça semble facile, toujours. oui, C'est en ça que c'est bien les graphes, hein, quand même. Ça, ouais, c'est fort ça les laisse... gars. Ouais, c'est bien. Ok. Mais oui, après, derrière, il y a beaucoup de réflexions à faire, encore une fois. Ici, là, c'est des cas d'usage, il faut cibler des cas d'usage vraiment spécifiques. Et il ne faut pas chercher forcément à faire des architectures complexes au début. On commence par des sujets simples et puis on complexifie petit à petit. Et puis encore, c'est des briques qui arrivent à fur et à mesure qu'on avance dans le cycle de vie. Ça veut dire on n'a pas ça dès le début. Donc, par exemple, en phase conception, on aura du BIM oui, et puis du PMI au début. Après, en phase exploitation, on va apporter peut-être la brique PLM. Même le PLM, il peut être là dès la conception, mais voilà, il peut arriver aussi un peu plus tard. Et puis le Facility Management, lui, c'est une brique qui va arriver vraiment à la fin à la fin du projet. Ok. Amine, j'ai deux dernières questions avant alors, tu as la notion du futur, mais alors, en plus de le futur, il y a un peu la notion comment dirais-je, des obstacles que l'on peut rencontrer, les pièges dans lesquels on pourrait tomber. Mais tu l'as évoqué, c'est-à-dire à vouloir se précipiter peut-être ou pas être assez attentif sur les phases de préparation. Et évidemment, ensuite, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi les perspectives et c'est quoi ton métier dans quelques années, en fait, quoi il va évoluer et vers quoi les jumeaux numériques vont évoluer? Deux questions en une. Les pièges,
tu l'as un peu évoqué, mais surtout vers quoi ça va évoluer et qu'est-ce qui va Vers- vraiment changer. En fait, vers quoi ça va évoluer? Enfin, je pense qu'on l'a un peu dit. Euh, pour moi, le sujet important, le gros enjeu, ça va être le jumeau numérique interconnecté. C'est vraiment créer un réseau de jumeaux numériques et que chaque jumeau numérique utilise la donnée d'un jumeau numérique voisin Tu penses pour que être plus performant. Singapour pourrait parler avec Rouen ou avec Caen ou avec Ouais, Cherbourg? Ouais, 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 ouais. Bah, il y a des exemples ouais, c'est qui pour ça que je commencent dis à se ça, ouais. faire Ouais, ouais. dans ce sens-là. Donc, plus on a de la donnée, plus on est performant, plus on saura prédire des choses, plus on saura anticiper des choses. C'est pour ça que les enjeux aujourd'hui vont être là. Vraiment interconnecter les jumeaux numériques et puis derrière, ils seront plus autonomes et comprendre des contextes beaucoup plus complexes et puis donner des actions et pouvoir prendre des décisions, choisir vraiment la solution la plus optimale et agir seul. Donc, Ouais, je me permets, Amine, il y a Clémentine qui pose une question, je ne sais pas si tu l'as vu apparaître, mais on parlait d'interconnexion entre les jumeaux numériques et je faisais exprès de prendre cet exemple de villes qui se connectent les unes avec les autres, que je sais que, enfin, on en a parlé ensemble et on le sait que ce sont des choses qui sont en cours, mais dans le point qui est évoqué par Clémentine, elle pose la question, avez-vous des exemples d'utilisation du jumeau numérique en lien avec le développement économique pour des collectivités, PCI, et c'est le cas bah, elle nous laisse son mail pour qu'on lui réponde. Mais je pense, Clémentine, qu'on peut peut-être vous apporter un premier élément de réponse. Alors, rapidement dans les grandes lignes, mais c'est quoi un jumeau numérique adapté avec des collectivités qui pourraient avoir des collectivités qui se parleraient entre elles, partageraient de la data? Ce monde-là existe pas encore. bah, il y a des expériences qui existent, mais il y a des cas d'usage dans les villes, il y a des cas d'usage, par exemple, euh, pour pour mieux gérer les flux de circulation, pour mieux gérer les consommations énergétiques aussi, c'est changer des données de consommation énergétique. Euh, donc, euh, et puis, il y a des expériences dans ce sens-là, oui, exactement. Non. Clémentine, j'ai vu que vous aviez laissé votre adresse mail. Peut-être que Bruno vous fera le relais avec quelques éléments complémentaires, mais je crois que là, entre les lignes, la réponse, Amine, c'est oui. Même si, enfin, là, on a Singapour qui est en train de faire des choses qui sont intéressantes. Et je crois que ouais, Singapour qui est littéralement en train d'essayer Ouais. de, de faire le jumeau numérique total de la ville. Donc, ça voudrait dire. Après, enfin, encore une fois, on peut imaginer Bien sûr. enfin, toutes les expériences tournent autour de la consommation énergétique aujourd'hui voilà, pour être plus performant et mieux mettre son énergie et pouvoir calibrer, ajuster les consommations en fonction des besoins, des demandes. Et puis mutualiser, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mm, plus on mm. mutualise et plus on a de données, et mieux c'est. Euh, Est-ce que, alors je me permets, Amine, avant de te laisser le mot de la fin, mais est-ce que vous, parmi ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, parce que si c'est le cas, n'hésitez pas. On va dire un spectre assez large, mais en une heure, c'est pas chose aisée que de tout voir, mais je pense qu'on a réussi un peu à voir ces points-là. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous... Non, pas de question, ok. Amine, je te laisse terminer sur cette notion de futur et peut-être de ton job, dans la vision de ton propre job et de ce secteur dans le futur. Moi, je pense que c'est un job qui est en perpétuel événement et évolution. C'est des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans. C'est clair. Qui évoluent, qui changent, qui s'adaptent et qui n'ont pas. C'est aussi c'est ce qui est passionnant en fait, c'est cet aspect vivant, toujours finalement apprendre de nouvelles choses. euh, et puis évoluer avec les nouvelles technologies parce que aujourd'hui les technologies elles avancent vite. Ouais. Il faut être
suivre et puis s'adapter. Ouais. Alors, j'espère ne pas mal prononcer votre nom, et si c'est le cas, je m'en excuse, mais Maboubi qui dit « Est-ce qu'on peut avoir plusieurs jumeaux numériques dans le même sous-espace ?» En fait, quand on parle de jumeaux interconnectés, donc c'est pas forcément un objet physique. Ça veut dire l'interconnexion, c'est une base de données. C'est pas forcément quelque chose qui, qui est physique, parce qu'un jumeau numérique, souvent il est assimilé à une 3D. Ça veut dire que on n'aura pas forcément plusieurs 3D dans un même environnement pour avoir un jumeau interconnecté. Non, l'interconnexion, elle peut être uniquement en fait un transfert de données vers une base de données unifiée. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. J'espère que oui. Maboubi ne répond pas. En fait, je pense que... il ne faut pas essayer, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas essayer d'avoir, pour moi, plusieurs jumeaux numériques forcément dans un même environnement. Ce qui va être plus gros, plus il est gros, plus il va être... plus gourmand et plus de facteurs de risque. Voilà, exactement. Donc, ouais. Il faut toujours splitter et puis trouver un moyen de communiquer les choses et de communiquer finalement, pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément besoin de partager toute l'information. Donc, on va aller récupérer que l'information dont on a besoin pour faire l'usage dont on a besoin. Et un usage raisonné. Et voilà. Un usage raisonné. Voilà. Très bien. Exactement. Je pense que c'est un bon mot de la fin pour nous parler de jumeaux numériques. Ça permet d'avoir un usage raisonné. Ça me semble pas mal. Amine, merci beaucoup merci à toi. Pour cette heure. Tu as réussi à expliquer en 1 heure quelque chose toujours facile. Pile 1 heure. Pile 1 heure, bravo, le timing est tenu et les explications sont très claires. Merci à toi. Merci aux 10 personnes qui étaient avec nous aujourd'hui sur le sujet du... Mais comme tu le disais, il y a 10 ans, c'était un job qui n'existait pas. Et la prochaine fois qu'on reparlera de jumeaux numériques, on sera 10 fois plus. Et dans 10 ans, on sera 100 fois plus à n'en pas douter. C'est un sujet qui est... Enfin, en tout cas, toi, je le sais, mais moi, je trouve ça passionnant. Et je pense que ça va devenir de plus en plus passionnant. Et quand les gens vont commencer à comprendre ce que ça permet de faire, ça va devenir c'est top. Merci Amine, merci à tout le monde. Bruno, je te donne le mot de la fin et je vous dis à tous à très bientôt. Oui, donc merci beaucoup pour ce webinaire que moi personnellement j'ai trouvé passionnant. Et donc, comme tous les autres webinaires, il sera disponible sur le site du Datalab Normandie, datalab.datanormandie.fr. Et donc, nous vous donnons rendez-vous en septembre pour le prochain webinaire. Donc, nous allons très prochainement définir ainsi que sa date. Donc, voilà, surveillez les informations vers la mi-juillet. À très bientôt et un bel été à tous. Merci Bruno. Merci Amine. Merci, au revoir. Bye bye tout le monde.